Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, député européen. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Et bienvenue en effet dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI, tous les dimanches désormais à 12h30. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous êtes député européen, porte-voix du Front de Gauche. Merci d'être avec nous en ce 1er novembre pour ce grand jury. Pour vous interroger, Christophe Jacubizine de TF1 LCI et Guillaume Roquette, le patron, le directeur du Figaro Magazine. Et puis à la fin de l'émission, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Galeret viendra nous rejoindre. Benoît, vous guettez pour nous les questions à Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux pendant toute l'émission et vous venez vous en faire le porte-parole tout à l'heure. C'est bien ça, c'est tout simple. Vous tweetez vos questions ou vos réactions avec le hashtag Le Grand Jury, tout attaché. Et puis, en effet, je viendrai vous voir avant la fin de l'émission pour vous en faire un premier compte-rendu à chaud. Hashtag Le Grand Jury, merci beaucoup, à tout à l'heure, Benoît. Jean-Luc Mélenchon, on va commencer par la bonne nouvelle de la semaine. Pour l'économie française, c'est la baisse du chômage au mois de septembre, moins 0,7%. Moi, je vais commencer par autre chose, parce que le 1er novembre, c'est un jour spécial. C'est le jour des morts, depuis un millénaire, au moins, ou deux, ou peut-être même plus. On a donc un recueil intime sur ce moment, et je pense que de nombreuses personnes qui nous écoutent ont eu ce temps. Pour ma part, je propose une pensée pour les 560 personnes qui sont mortes par accident du travail, puisque notre premier thème est social. Et merci pour l'évocation effectivement de ce jour particulier. On revient au chômage, parce que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont retrouvé 23 000 chômeurs en moins en septembre. Chaque fois qu'on entendra parler de baisse du chômage, qui est assez régulier, on commence d'abord par s'en réjouir, tout le monde, hein, et puis ensuite on vérifie si c'est vrai. Parce que j'ai déjà assisté à 2 baisses du chômage qui n'en étaient pas, dont une au mois d'août, c'était une erreur de transcription des avis téléphonique, la fois d'après c'était je ne sais plus trop quoi, et je me souviens d'une année où on m'avait annoncé que le chômage reculait en plein mois d'août, ce qui était une aberration totale, c'était absolument impossible. Donc là, que se passe-t-il? Il y a une baisse de la catégorie des gens qui n'ont eu aucune activité, zéro, pas une heure de travail. Et deuxièmement, il y a une augmentation dans toutes les autres catégories, c'est-à-dire B, C, etc. Tout ça est compartimenté, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais si vous faites moins de 72 heures, vous êtes dans la catégorie B, si vous faites de 72 heures à 80 heures, c'est-à-dire des payes de misère. Le chômage n'a jamais cessé d'augmenter. Et quand par hasard, vous retrouvez du travail, il y a 6 millions de chômeurs, c'est un record historique. Un nombre croissant de gens sont radiés des listes, et quand vous avez du travail, à 90%, ce sont des contrats à durée déterminée, c'est-à-dire que vous entrez dans une précarité à peine différente de celle que vous venez de quitter. Christophe Jacubizine. Mais si la reprise est au rendez-vous, si ces chiffres se confirment, est-ce qu'on pourra dire que cette politique social-démocrate, cette politique pro-business, comme dirait Manuel Valls, est en train de donner des résultats? D'abord, ce n'est pas une politique social-démocrate. La social-démocratie n'a jamais existé dans ce pays, elle n'existe pas. Il n'y a pas de partage de la richesse entre capital et travail qui se soit modifié. Donc oubliez la social-démocratie. Deuxièmement, si on nous dit qu'il y a la reprise, on commencera d'abord par avoir un raisonnement critique. On essaiera de savoir si c'est possible. Et vous êtes aussi savant que moi. L'activité mondiale ralentit. Comment voulez-vous que dans une activité mondiale qui ralentit, un pays qui a, comme tous les autres, tourné une partie de son activité vers l'export et qui dépend des échanges internationaux, croisse? Cela ne se peut pas. Eh bien, cela ne se peut pas. Guillaume Roquette. Oui, le chômage peut baisser grâce au fameux traitement social, qui est d'ailleurs mis en œuvre, et ça, vous ne pouvez pas le critiquer. Les emplois aidés. Mais non, mais c'est pas le sujet. Ce que nous demandons, ça n'est pas une baisse des chiffres. Enfin, derrière les chiffres, il y a des êtres humains. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une politique générale de relance de l'activité. N'est-ce pas? Comment relancer l'activité pour qu'il y ait de l'emploi, de l'impôt, de la taxe, et que tout ça se remette à circuler. Vous venez exactement de dire que ça dépendait en tenant compte d'une deuxième dimension, c'est que relancer l'activité aujourd'hui, nous le savons, ce n'est possible que dans des conditions écologiquement tenables. Or, les conditions écologiquement tenables font que toutes sortes d'activités sont à proscrire quant à la croissance. Et la croissance elle-même est une idée qui doit être interrogée. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, au cœur de mon programme économique, il y a la relance par l'économie de la mer, qui par nécessité est une politique économique écologiquement soutenable. Mais d'un point de vue tactique, vous aviez dit il y a 2 mois, dans une interview, le chômage va exploser. Oui. Vous vous êtes trompé. Mais si c'est ça que vous voulez me faire dire, finissons-en. Oui, bien sûr, je me suis toujours trompé. Je regarde les chiffres. Non, mais les chiffres, je croyais avoir fait comprendre que ces chiffres n'avaient pas de sens. Mais admettons.
En attendant, je ne me suis pas encore trompé une seule fois sur le plan économique. J'ai expliqué avant tout le monde que la politique qui s'appliquait en Grèce et dans tous les pays d'Europe conduirait à une catastrophe et à la récession, c'est ce qui s'est produit. J'ai expliqué que les 1000 milliards que mettait sur la table le banquier central européen pour soi-disant relancer l'économie réelle, vous n'en verriez pas un euro dans votre assiette. En effet, tout est parti dans la bulle financière. Vous devez comprendre que ce qui étouffe l'économie réelle, c'est la bulle financière et que la définanciarisation de l'activité économique est un préalable à son redémarrage. Alors, dans ces circonstances, la politique de l'offre, écoutez-moi bien, ne peut pas marcher. Ce n'est pas en proposant des produits nouveaux que l'on relance l'activité, parce qu'il faut des consommateurs derrière, et il faut que les produits soient écologiquement Mais Jean-Luc Mélenchon, qu'on comprenne bien, si, par bonheur pour les chômeurs évidemment, et vous le partagerez, le chômage continue à être baissé dans les mois qui viennent, ce qui permettrait d'inverser la courbe, vous diriez quoi ? Qu'il y a derrière vraiment, une fabrication... la vie médiatique devient de plus en plus incroyable. Si le chômage regressait, si les gens... Et si Paris peut se mettre dans une bouteille, que dirais-je alors? C'est un peu comme dans les élections, vous ne me parlez que du deuxième tour. Mais attendez, aujourd'hui, vous me dites qu'il y a une bonne nouvelle. Je la conteste. Je conteste ce que vous me dites. C'est un leurre. Et vous êtes en train de créer de faux espoirs. Parce que le chômage augmente dans notre pays et j'en suis le premier malheureux. S'il reculait, vous voulez savoir ce que je dirais? Je dirais bravo. Donc il n'y a pas de parce reprise, que les gens vivraient mieux et que ce pays vit dans une misère de plus en plus prégnante et dans une peur du lendemain de plus en plus grande. Voilà ce que je regrette. Alors, mais si ce n'est pas vrai, mais tant mieux. Que la vie soit belle pour tout le monde, vais-je le regretter? Mais vous voyez bien que la vie est belle pour tout le monde aujourd'hui. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Soyons très concrets. Oui, soyons très concrets. Justement, pour les salariés, pour les chômeurs. Vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Vous venez de dire non à la financiarisation de l'économie. Revenons à des bases solides. On parle de l'industrie. Il y a cet exemple, l'usine Smart de Moselle, où une majorité de salariés sont pour le passage aux 39 heures payées 37. 2 syndicats signent, 2 syndicats s'y opposent qui bloquent l'accord. Est-ce que vous félicitez de ce blocage? Bien sûr, car c'est un accord qui est fait avec le pistolet sur la tempe des gens. C'est pas un accord libre. Et j'observe que quand on regarde le vote, on s'aperçoit que les ouvriers à la production votent contre. Pourtant, ils ont aussi peur que les autres. Ils ont même plus peur que les autres parce que c'est eux qu'on menace de remplacer par des robots. Ce sont les cadres. En l'occurrence, par des Slovènes. Attendez. Vous avez entendu ce que dit le patron? Non, mais concrètement, vous avez entendu ce que dit le patron de l'usine. Il dit, mais moi, je vais très bien, je fais des profits. Sauf que là, il y a une mise en concurrence des différentes usines du groupe. Voilà. Et si je ne fais pas cet accord, c'est les Slovènes qui vont construire les voitures. Et voilà. C'est donc l'enchaînement du pauvre au pauvre. Il y aura toujours un plus pauvre que soi. Et on pourra aller produire chez eux. On peut le regretter, mais est-ce que c'est pas malheureusement le jeu économique actuel? Oui, on comprend, on connaît tout ça. Écoutez, ça fait 30 ans que ça dure. Attendez-vous, il m'a posé une question. Mais justement, je vous donne la parole. Justement, je vous la donnais. J'allais dans votre sens. Eh bien, ça fait 30 ans que ce raisonnement est tenu. Et ça fait 30 ans que ça va de plus en plus mal. Vous n'êtes pas fatigué de répéter tout le temps la même chose? Est-ce qu'on peut résister tout seul? Est-ce qu'on peut résister tout seul dans notre pays à dire bah, nous on fait le contraire? Mais on joue pas le jeu. Arrêtez vos histoires. Est-ce que vous n'êtes pas en l'alternative, c'est on va se fabriquer des smarts pour nous, sinon. La question. Arrêtez, vous êtes plus intelligent. C'est ce que dit Marine Le Pen. On va fabriquer des smarts pour nous. Vous voulez écouter ma réponse ou bien est-ce que vous voulez seulement réciter le catéchisme libéral? On la connaît votre salade. Je vous dis encore une fois que ça fait 30 ans que vous la vendez, qu'elle ne mène nulle part. Écoutez-moi un instant. Est-ce que vous me permettez de répondre? Est-ce que vous avez l'intention Alors allez-y, mais on attend. Poser nos questions. Oui, alors est-ce que ça répond à celle-là d'abord? Est-ce que je peux? Est-ce que vous me permettez de répondre? Si c'est bref, oui. Non, bah alors allez-y, comme ça sera encore plus bref. Allez, à vous. Alors ma question, elle était simple, c'était, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper de lutte des classes? C'est-à-dire que vous opposez-vous classiquement les salariés aux patrons. Mais les salariés eux-mêmes, aujourd'hui, ils changent. On parle de ce vote chez Smart. On aurait pu parler du vote des salariés de Sephora qui acceptent de travailler la nuit alors que les syndicats, eux, sont contre. C'est-à-dire que les salariés, eux, ils comprennent qu'il faut bouger. D'accord. Est-ce que c'est pas vous qui êtes immobile ou conservateur? Voilà. Ben, oui, c'était la question qu'on posait au début du siècle quand on disait mais les enfants, ils entrent plus facilement dans la mine. Est-ce que vous êtes raisonnable de vouloir les empêcher d'y aller? Des enfants. Je vous en prie, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vous savez que les gens qui vous écoutent sont indignés par de tels propos. Les gens ont peur. Et voilà pourquoi ils sont très souvent à signer n'importe quoi. Ceux qui ne s'est pas passé à Smart, s'il vous plaît, vous avez vite changé de sujet de conversation. Je vous ai dit que les ouvriers à la production n'avaient pas accepté l'accord. Pourtant, ils ont aussi peur que les autres. Et j'étais en train d'essayer de vous répondre, mais ça n'avait pas l'air de vous intéresser, que si les cadres, eux, signaient l'accord, c'est parce que pour eux, c'était moins de travail. C'est-à-dire qu'il y avait une limite au forfait jour, j'espère que vous savez ce que c'est, et au forfait annuel pour les cadres. Bien.
Donc ça veut dire que dans cette histoire, les deux votes sont des votes de résistance à la logique libérale. Aussi bien les cadres qui disent enfin il y aura une limite, que les ouvriers qui disent nous ne voulons pas travailler 2 heures de plus gratuitement. Voilà ce qu'ils disent. Et quand vous me dites les ouvriers comprennent, les travailleurs à la production comprennent, mais bien sûr qu'ils comprennent. Ils comprennent qu'ils ont besoin d'avoir une paye à la fin du mois. Alors, et on peut les menacer infiniment, monsieur, continuellement. Quand vous en aurez fini de comparer les Smart produites en Slovénie à celles qui sont produites en France, vous viendrez avec les Smart produites au Vietnam et produites en France. C'est-à-dire que ça n'a pas de fin. Mais le dumping social n'a pas de fin. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours proposé qu'il y ait un protectionnisme solidaire autour de l'Europe. Car nous sommes 450 millions. C'est un marché largement suffisant pour amortir des chaînes de production extrêmement longues. Donc il ne faut surtout pas laisser les entreprises modifier, s'adapter, adapter ces règles sociales pour tenter de sauver l'emploi. Les entreprises ne peuvent pas le faire. Ah, bien sûr que si. Elles peuvent organiser le travail autrement, elles peuvent négocier avec les travailleurs d'autres conditions, bien sûr que si. Mais ce à quoi, en effet, je m'oppose, et je vous réponds très catégoriquement, je m'oppose au recul des acquis sociaux. Oui, je m'y oppose. Je pense qu'on peut trouver d'autres méthodes tout le temps, entreprise par entreprise, et si vous m'ameniez un cas, je le dénouerai. Oui, on doit s'opposer au recul des acquis sociaux. Par exemple, il y a eu Parce que, madame, sinon, quel est le sens de l'existence? Produire toujours plus et de payer toujours moins. Par exemple, vivre dans la misère et la précarité. C'est ça que vous nous proposez comme modèle social? Madame, répondez-moi. Vous m'avez posé une question, je vous en pose une. Moi, c'est pas moi de vous répondre, c'est nous qui vous interrogeons. Non, ce n'est pas une question, votre affaire, c'était une affirmation. Non, vous je vous demande, alors est-ce que ce ne sont pas aux entreprises... Alors il faut empêcher les entreprises de s'adapter, bien sûr, parce que vous pensez que je suis une sorte de luron qui n'arrive pas à comprendre les besoins de la production. Jean-Luc Mélenchon, vous savez bien qu'il y a un coût à payer pour ces avantages sociaux toujours plus importants. Il y a des économies qui se sont plus adaptées que la nôtre. Je pense par exemple à l'Allemagne, au Royaume-Uni, où certes, au prix d'une certaine précarité, le chômage est plus bas. Et donc votre pari à vous consistant à dire tant pis si le chômage est haut, il faut tenir tous les avantages sociaux des salariés, vous comprenez qu'il y a ce coût. On ne peut pas se parler si on marche par caricature. Moi, je n'injurie pas vos convictions libérales. J'essaie de comprendre les vôtres. Non, vous n'essayez pas. Vous avez un préjugé contre, ce que j'admets. Mais laissez du moins faire valoir la cohérence d'une pensée. Vous souvenez-vous qu'il y a un instant, je vous ai parlé de relancer l'activité par un secteur particulier dans lequel on fait de l'accumulation. N'est-ce pas? Je vous ai parlé de l'économie de la mer. Vous ne m'avez pas interrogé sur son contenu, mais peu importe. Donc c'est ça ma vision des choses. On relance l'activité générale en faisant avancer un secteur. Nous avons toujours fait comme ça dans le passé, n'est-ce pas? Et ça permet une redistribution globale. Si vous avez plus de gens qui travaillent, mais monsieur, de l'argent privé, il y en a des milliards qui sont utilisables. Et puisque vous venez sur le sujet, j'y viens aussi. Il y a 1500 milliards d'euros dans les assurances vie. Assurance vie, c'est de l'argent des Français mis de côté. Eh bien, 1 euro sur 2 de l'assurance vie va dans des investissements à l'étranger. Donc vous voyez, ça nous laisse 750 milliards qui pourraient être disponibles pour de l'investissement productif en France. Je vous vois tout d'un coup bien muet. En effet, vous pouvez l'être. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous développiez l'économie de la mer, ou bien si vous développiez une agriculture paysanne de circuit court, au lieu de ces foutues fermes des 1000 vaches et autres horreurs, eh bien vous auriez besoin d'1 million de personnes au travail à la campagne. Pour l'économie de la mer, c'est à peu près les mêmes chiffres. Vous trouveriez, c'est 1 million de salariés pour à la campagne. À partir de là, vous avez des gens qui ont des payes. Vous faites du Mao, vous renvoyez les gens à la campagne. Non mais je fais la provocation, mais c'est un peu la révolution chinoise. On va renvoyer 1 million de gens à la campagne, c'est ça? Vous avez tout compris. En effet, on va envoyer 1 million de gens à la campagne avec des coups de fouet. Non, mais écoutez, respectez-moi un peu. Respectez mon intelligence. Est-ce que vous savez que moi aussi j'ai fait des études comme vous? Est-ce que vous savez que j'en connais plus que vous sur l'économie? Alors baissez le ton. Je pose la question sur ce million de personnes dont vous voulez parler. Vous n'êtes pas sérieux. Est-ce que oui ou non, vous voulez que vos enfants mangent des pommes qui ne soient pas infectées? Je peux être d'accord avec vous. Oui ou non? Je vous pose une question. Vous me dites, on va mettre 1 million de personnes à la campagne. Et à partir de là, vous sortez votre caricature. On va envoyer... La question, enfin, c'est pas du tout agressif comme question. Vous venez de parler c'est intéressant, c'est la première fois qu'on vous entend parler de 1 million de personnes, retour à la campagne. Voilà. Répondez à cette question. Voilà, mais vous commencez par dire, vous allez envoyer 1 million, c'est la révolution chinoise. Pour faire une image, c'était une façon de parler. Qui soit si possible dévalorisante. Et qui vous permet en permanence dans l'offense. Non, ça permet de préciser votre pensée. Quand vous avez besoin, par exemple, de fabriquer, quand vous avez besoin de fabriquer, ça permet de préciser votre pensée, Jean-Luc Mélenchon, qui nous intéresse sur ce sujet. Oui, alors laissez-moi parler. Écoutez-moi, quand vous avez besoin de développer un secteur, vous proposez du travail aux gens, n'est-ce pas? Si vous voulez, par exemple, faire plus de fusées,
vous employez des gens, Ariane Espace, quand vous faites plus d'avions, vous employez des gens. Personne ne vous dit, vous allez les chercher à la campagne à coups de fouet pour les amener à l'usine. Non, personne ne vous le dit. Pourquoi? C'est la politique qui consiste à proposer du travail. La bonne question que vous devriez vous poser, ce n'est pas est-ce que je vais envoyer de force des gens à la campagne? Je vous dis que si vous voulez une agriculture bio, respectueuse de la vie humaine, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, eh bien vous avez besoin de plus de monde parce que c'est plus de temps de travail. Et si vous avez besoin de plus de monde, voici la question. Comment va-t-on faire pour proposer un emploi paysan qui soit intéressant pour que des gens aient envie d'y aller? C'est donc une autre définition du statut de paysan. C'est une autre définition du revenu paysan. Et pour que les paysans soient payés au prix que valent leur production saine, il faut que les salaires des travailleurs soient augmentés pour qu'ils puissent acheter ces productions. Alors que faut-il faire à la fin? Modifier la clé de répartition entre les salaires, l'investissement et les dividendes. Aujourd'hui, l'essentiel de l'argent va aux dividendes, alors qu'il devrait aller à l'investissement dans les machines et aux salaires. Vous avez raison, Mélenchon. Est-ce qu'on peut le faire au niveau français? Célébrons l'événement. Est-ce qu'on peut le faire? Raison, le partage. Ce que je veux dire, c'est que vous allez être viré de TF1 dès que vous rentrez. Ce que je veux dire, c'est que le partage de la valeur ajoutée, les chiffres le montrent, il est plus favorable aujourd'hui au capital qu'il ne l'était par exemple dans les 70. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est une réalité. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est est-ce qu'on peut faire ça tout seul en France, alors que le reste du monde n'est pas sur ce paradigme? Mais enfin, il y a bien des pays qui le font. Nous pouvons changer la clé de répartition, ça n'abolit pas l'économie de marché qui vous est plus précieuse que la prunelle de vos yeux. Si vous changez la part qui va entre capital... en permanence. Mais non. Si vous changez la part qui va entre capital et travail et investissement, vous restez dans le même cadre, dans le même système. Mais vous changez la répartition. Mais vous savez qu'il y a de très nombreux économistes qui disent ça. Et des fois, on résume ça d'une manière plus simple. Tony Sanders, aux États-Unis, dit ça. Pourquoi celui qui a déjà 1 milliard voudrait-il un deuxième? Voilà. Et je vous pose la question. Est-ce que vous ne trouvez pas que certains se sont assez goinfrés et qu'on pourrait peut-être partager un peu et davantage? Dans les entreprises, j'ai fait 10 fois cette proposition. Quelle objection avez-vous à l'idée qu'il ne faudrait pas que le salaire le plus élevé soit 20 fois supérieur au salaire le plus bas? Vous voyez comment nous aurions un cercle vertueux, car si l'entreprise progressait, tout le monde progresse. Alors, et puis celui qui fait le nettoyage de l'entreprise à l'ingénieur. Guillaume Roquette, en fait, et après on passe en matière économique comme en matière sociale, vous êtes sur un registre de contraintes, c'est-à-dire on va limiter l'échelle des salaires, on va contraindre une partie de l'assurance vie, donc l'épargne des Français à aller sur tel ou tel type d'activité économique. Vous êtes à des années-lumière de ce qu'est la politique de la gauche d'aujourd'hui, celle de M. Macron. En effet. En effet, mais vous savez, la vie est faite de contraintes. Vous-même, vous devez attendre que l'émission soit terminée pour partir. Nous devons nous pencher sur les micros. Il y a des lois qui empêchent toutes sortes de choses. Vous ne garez pas votre voiture sur le trottoir si vous en avez envie. La vie est faite de contraintes. La discussion que nous avons entre nous, c'est les contraintes que l'on peut imposer raisonnablement et celles qui ne le sont pas. Donc nous devons étudier le contenu raisonnable ou non d'une contrainte. Personnellement, j'estime que mettre une contrainte, une limite à l'accumulation de richesses dans les poches de quelques-uns est une contrainte saine, parce qu'elle permet de répartir sur tous. Et je ne crois pas qu'il existe des êtres humains dont le besoin individuel soit 400 à 500 fois supérieur à ceux d'autres, sauf s'il est en situation de handicap, ce qui n'est pas le cas des riches qui aujourd'hui, à 1%, possèdent ce que possède le 90% des autres. On va se pencher sur le cas de ces richesses très modestes, ces petits retraités. Christian Eckert sur RTL a confirmé ce matin que ceux qui étaient jusque-là exonérés d'impôts locaux et touchés cette année, après la suppression de la demi-part des veufs et veuves, ceux qui sont concernés comprennent tout à fait de quoi on s'agit, de quoi on parle, seraient remboursés immédiatement. Donc le gouvernement s'est démené en quelques heures pour rectifier le tir d'une mesure qui pénalise 250 000 personnes. Alors vous approuvez cette décision? Bien sûr, j'approuve. Mais je commence par me poser la question que tout le monde arrivera à comprendre. Comment se peut-il que des têtes d'œufs aient inventé une mesure pareille? Et comment se fait-il qu'un gouvernement qui se dit de gauche ne se soit rendu compte de rien avant que ça arrive dans la boîte aux lettres des gens? Parce que c'était une disposition votée sous le gouvernement précédent, enfin sous le quinquennat précédent. Mais en attendant, quand on gouverne, on essaye quand même de voir l'impact de ce qu'on fait. Deuxièmement, j'attends de voir le remboursement en question et je me permets de suggérer, de dire que ça ne me paraît pas légal et ça ne me paraît pas constitutionnel de rembourser des impôts. Ça n'est pas possible. Pardon, peut-être que je serai démenti. On parle d'un amendement à la loi de finances qui permettrait de le faire, un vote. On changerait la règle. Mais rembourser des impôts, j'attends de voir ça. Parce que ça, pour le coup, ça n'est pas constitutionnel. Et je le sais comment. Parce que pendant des années, troisième remarque, nous avons essayé dans les municipalités de gauche de modérer l'impact qu'avait l'impôt local sur les gens, puisque l'impôt local n'est pas calculé d'après les revenus des gens, mais d'après leur position sur une avenue
avenue ou un boulevard ou une rue, et la composition... la taille de leur logement. Voilà. Alors, ouais. La taxe locale est un impôt absolument injuste, et ceci depuis des décennies. La seule fois où on a essayé de le corriger, c'est Pierre Bérégovoy qui l'a fait, et la mesure n'a jamais été appliquée. C'était l'impôt départemental qui devait devenir proportionnel. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là pour ces petits retraités dont certains Mais ça y sont est, c'est accablés? fait, vous venez de le dire, et Ah vous oui, m'avez oui, appelé à m'en oui, réjouir, donc oui. nous en réjouissons, nous tapons sur le Donc, ventre. vous nous Mais dites pendant que c'est qu'on pas y est, faisable. on va parler d'une autre catégorie. Ce sont les personnes en situation de handicap. Figurez-vous que pour qu'elles aient droit à certaines prestations, je ne vais pas ennuyer tout le monde des aspects techniques, on a décidé de retirer de leurs revenus ce qu'elles recevraient de leur caisse d'épargne. Vous savez que le maximum de ce qu'on peut recevoir de la caisse d'épargne, c'est 250 €. Eh bien, si vous recevez 250 €, vous perdrez 115 €. Voilà ce qui a été décidé par ce gouvernement. Donc j'en profite et je dis à M. Ecker, puisque vous avez rectifié la situation des veuves, pourquoi ne rectifieriez-vous pas aussi la situation des personnes en situation de handicap? Car c'est une mesure d'une cruauté et d'une stupidité inouïe. Et je suis absolument consterné de voir que les énarques de gauche ne valent pas plus cher que les énarques de droite pour considérer la vie quotidienne des gens. Et au-delà, donc message passé à Christian Eckert, est-ce qu'il faut revenir sur cette suppression de la demi-part? Écoutez, il faut remettre à plat le système des impôts. Vous vous souvenez que quand le gouvernement a décidé d'augmenter la TVA, nous avions fait une marche publique pour dire « Et maintenant, c'est le moment de la révolution fiscale ». Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, avait pensé éteindre le feu que nous essayions d'allumer à l'époque en disant « Nous allons tout remettre à plat ». Ça lui a coûté sa place, il est parti, et de cette remise à plat, il n'est plus question. Ce système d'impôt est devenu aussi archaïque, aussi injuste que l'était l'impôt d'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'un nombre de gens très limité payent les impôts pour tout le monde. Les très riches en payent moins que les autres, et ceux qui sont les moins munis n'en payent plus du tout. Si bien qu'au lieu, on fait tout peser sur la classe moyenne. Tout La peser, classe moyenne c'est paye absurde. trop d'impôts en France? Ce n'est pas qu'elle paye trop d'impôts en France, elle paye tous les impôts. C'est ce qu'elle estime en tout cas. Mais elle a bien raison, parce que c'est la vérité. Elle porte tout le poids sur son dos. Moi, je propose qu'au lieu de 5 tranches d'impôts, on en ait 14. Parce qu'il faut lisser On en que ceux avait qui 14 gagnent à le une plus... époque, il y a très longtemps. Là. Oui, mais bien sûr, vous savez, sous le communiste bien connu, Pol Potien et Maoïste, qui s'appelait Roosevelt, on prenait 90% du revenu aux États-Unis d'Amérique, grand pays bolchevique connu de nous. On prenait 90% à la dernière tranche. Quand j'ai osé dire qu'on prendrait 100% à la dernière tranche, ce qui était une manière de commencer la discussion, juste volontiers cédé étant élu à 90, n'est-ce pas? Eh bien, on m'a aussitôt crié à l'horreur. Non, c'est parce qu'il n'y aura plus personne pour payer les 90%, parce que ces riches-là, ils seront partis. Voilà. Alors, vous maintenez ce que vous venez de dire. Bien. Alors, je vais vous répondre et tout le monde va bien écouter. C'est impossible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vos chers amis Sauf si vous les américains... empêchez de partir. Non, pas du tout. S'ils veulent s'en aller, pourquoi les empêcherais-je qu'ils s'en aillent? On les remplacera. Mais par contre, s'ils sont français, où qu'ils aillent, même en enfer, nous les retrouverons. Pourquoi? Parce que j'appliquerai en France la méthode que je croyais originale, mais qui est déjà appliquée par les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que, où que vous soyez, vous payez l'impôt localement et vous payez la différence de ce que vous auriez payé en France. Et figurez-vous que les États-Unis d'Amérique n'y vont pas de main morte. Je vais vous révéler une chose. Figurez-vous que dans les banques, et je ne vais pas dire de nom de banque, on demande à certains employés de faire des recherches sur les comptes qui sont ouverts chez eux pour repérer le degré d'américanitude de certains contribuables. Alors nous, les Français, on ne serait pas capables de faire ça. Donc si nous nous mettons au point des lois, elles s'appliquent à tous les Français, où qu'ils soient dans le monde. Ce sera peut-être une de vos propositions. Donc l'argument d'après lequel s'ils s'en vont, nous n'avons plus qu'à leur céder, ne tient pas. Les voleurs aussi s'en vont, et nous ne cessons de les poursuivre. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais savoir pourquoi vos propositions ne retiennent pas davantage l'attention des électeurs. On l'a vu dans les derniers scrutins. Un sondage TNS Sofres Wine Point pour RTL Le Figaro LCI qui date de vendredi, en intention de vote national sur les régionales, vous accorde 6%. C'est-à-dire le même score aux européennes, aux régionales qu'en 2010. Donc vous ne perdez pas, mais vous ne gagnez pas. Alors que s'annonce un vote sanction, un vote de colère en France. Pourquoi ça ne se traduit pas par des bulletins de vote? Il y a plusieurs raisons pour vous faire plaisir. Je vais d'abord commencer par dire qu'on est mauvais, comme ça vous serez satisfait. Mais après on va aller sur les choses sérieuses. D'abord, il y a un énorme appareil médiatique de propagande pour le Front National dont on fait l'image de tout ce que le système déteste, et le système fait ce qu'il faut pour, en effet, l'utiliser comme un repoussoir, et les gens se disent, eh bien, puisque c'est ça qui les ennuie, c'est de ce côté-là qu'on va voter. Après, en ce qui nous concerne, le sondage ce sondage-là, comme tous les autres,
n'est pas appliqué à la bonne catégorie. Parce que les listes régionales, vous avez des listes front de gauche qui sont en réalité des listes communistes. Vous avez des listes front de gauche où il y a tout le front de gauche qui est dedans. Vous avez des listes front de gauche avec Europe Écologie Les Verts qui sont comptés. Donc le travail des électeurs. Je suis d'accord avec vous. Alors là, 1000 fois d'accord pour dire que cette pagaille est notre responsabilité pour commencer. Si bien qu'il y a une catégorie qui devrait apparaître, qu'on ne verra, j'espère qu'on finira par voir à la télévision. Ça s'appelle opposition de gauche. Car s'il y a une opposition de droite, le Front National est une opposition de droite à la droite, il y a une opposition de gauche à la gauche officielle, et qui comporte Europe Écologie Les Verts, nous, des fois d'autres divers gauches. Donc on pourrait créer cette catégorie, et alors vous verriez que les choses seraient totalement différentes. Mais les Verts perdent de 4 points par rapport aux dernières ah ben c'est clair que c'est pas une publicité d'être Europe Écologie Les Verts aujourd'hui. Nous avons les Verts plus ce qu'on crédite au Front de gauche, ça donne, c'est vrai, un total qui n'est pas très élevé. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans le déni quand même, Jean-Luc Mélenchon, par rapport à ça? Bon, écoutez, madame, nous ferons ma psychanalyse une autre fois, si vous voulez bien. Nous ferons ma psychanalyse. Nous sommes comptables de la montée du FN, mais bon, comment vous expliquez encore une fois que aux dernières élections, je ne sais pas, c'est vous qui êtes très intelligent, donc c'est à vous d'expliquer. Non, mais aux dernières élections. Oui. Non, mais vous venez de me poser une question. Suis-je dans le déni? Je vous dis, on fera ma psychanalyse une autre fois. Moi, je m'en tiens aux arguments rationnels. N'est-ce pas? Je viens de vous dire une chose qui n'a pas l'air de vous ébranler. Je viens de vous parler d'opposition de gauche. Pourquoi ne faites-vous jamais ce compte-là? Madame, est-ce que l'opposition de gauche n'existe pas socialement? Est-ce que les employés syndicalistes d'Air France ne sont pas une opposition de gauche sociale? Monsieur Mélenchon, elle n'existe pas politiquement. Nous sommes d'accord, le Front National existe, c'est un parti uni. Parfait, si la situation était si grave, comment se fait-il qu'Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et vous ne soyez pas capables de vous mettre ensemble pour proposer une liste par région? Ce sont deux questions différentes. Néanmoins, je veux insister sur ce fait que l'opposition de gauche sociale existe. L'opposition de gauche politique n'existe pas en tant qu'organisation, mais elle existe dans les urnes. Vous avez des gens qui vont voter pour des listes Europe Écologie Les Verts. Nous allons prendre l'exemple du Nord, puisque c'est un mauvais exemple pour moi. Il y a une liste Front de gauche communiste, dirigée par Fabien Roussel, et une liste de Front de gauche Europe Écologie Les Verts, dirigée par Madame Sandrine Rousseau. C'en est une de trop. Il vaudrait mieux qu'ils soient ensemble. Mais en attendant, est-ce que ça n'a pas le même sens politique que les votes dans les deux cas? Non, mais on les additionne souvent. On les additionne quand on fait l'état des résultats. Mais c'est pas ce qu'on vient de me dire. Là, on n'a pas fait l'addition. On a compté l'un puis l'autre. Prenons l'exemple, par exemple, de la liste de Madame Sophie Camard et Jean-Marc Coppola dans la région PACA, vous pouvez dire ça, c'est la liste d'opposition de gauche. Donc, pardon, si j'y insiste, je ne veux pas vous agacer, mais je souhaite que l'on compte l'opposition de gauche, et que précisément, monsieur, vous avez raison, cela mette en valeur le fait des comportements absurdes de ceux qui n'arrivent pas à s'entendre, alors qu'ils appartiennent tous les deux à l'opposition de gauche. Car lorsqu'en Europe Écologie Les Verts se présente contre la liste socialiste, excusez-moi, ça s'appelle quand même de l'opposition de gauche. Donc, il y a deux aspects. Un, la réalité sociale et politique de l'opposition de gauche. Deux, sa difficulté à s'unir. Et moi, j'essaye de faire qu'elle s'unisse. Parce que, je le dis, et je profite de votre question pour vous dire, ce n'est pas sérieux d'être divisé quand il faudrait être unis. C'est une question effectivement essentielle. On en reparle juste après la pause. Parfait. La suite dans quelques instants du grand jury de Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite. Merci. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, député européen. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Avec Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, et Christophe Jacubizine, qui est de TF1 et de LCI, à ce propos des régionales, sur lesquelles nous étions quittés, il y a quelques minutes. Est-ce que vous craignez, Jean-Luc Mélenchon, que même une partie de vos électeurs du premier tour votent pour le Front National au deuxième tour? Je vous pose la question parce qu'il y a des sondages qui ça vous fait sourire pour les auditeurs, ça vous fait sourire, effectivement. Non, mais parce que j'ai compris que le nombril du monde était le Front National. Et donc, c'est pas le nombril du monde, mais c'est le Front National. C'est aujourd'hui un parti. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure si vous n'étiez pas dans le déni. On ne peut pas parler du Front National avec vous, Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr qu'on peut parler du Front National. Il y a 15 ans, je faisais une pétition avec Charlie Hebdo pour l'interdire. Donc, vous gardez vos leçons. Et tout le monde a dit « Ah non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire, nous allons nous en occuper ». Bon, ils s'en ont très bien occupé, et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Par conséquent, le Front National, c'est un parti qui aujourd'hui est dans l'arc démocratique français. Est-ce que comme Bruno Le Maire dans Le Monde ce week-end, vous estimez que c'est les socialistes, et lui dit, est-ce délibéré de la part de François Hollande de faire monter le FN? Je me pose la question. Est-ce que vous vous posez la question aussi? Moi, je ne me pose pas la question. J'ai déjà répondu une fois. J'ai dit que le principal pourvoyeur de voix du Front National, c'était le Parti Socialiste et François Hollande. Et on sait très bien qu'il y a une espèce d'appétit
pour la présence du Front National, qui leur permet ensuite de sortir l'unique argument qu'ils ont pour obliger les gens à voter pour eux, qui est de faire peur. Je suis quand même personnellement témoin de ça. J'ai vu comment ils se sont déchaînés contre moi pour me faire perdre à Hénin-Beaumont. Bon, ensuite, je vois bien comment, lorsque moi j'ai fait condamner en première instance Madame Le Pen pour avoir fait un faux tract au maximum, hein, les juges avaient pris leur temps, mais ils ont condamné au maximum. En appel, elle a été absolument relaxée. Et dans les deux cas, le procureur, qui dépend directement du garde des Sceaux, a dit « moi je ne me mêle pas de cette affaire ». Donc on voit bien quel intérêt le Front National représente pour le Parti Socialiste, mais soyons clairs, aussi pour l'UMP, parce qu'ils rêvent tous d'un deuxième tour où leur unique argument ce serait « nous et la démocratie plutôt que le diable ». Alors, toute question qui y ramène nous enlève du débat, qui est le débat sur le fond, c'est pourquoi on vote, pourquoi faire. C'était la question d'Elisabeth. Comment expliquez-vous que ces Français qui ont longtemps voté, adhéré à des valeurs de gauche... Et de droite surtout. Et aussi, éventuellement, non, pas éventuellement. Parlons de vos anciens électeurs plutôt, c'est plus intéressant. Mais pourquoi ces gens, aujourd'hui, pourquoi ces Français votent Mais nos anciens électeurs, vous n'en savez rien. On m'a déjà fait le numéro. C'est le vote ouvrier. Vous y allez quand vous allez dans les quartiers ouvriers, vous savez bien. On est d'accord, vous avez raison. Et ce n'est pas la droite qui donne le gros des bataillons du vote Front National. C'est des communistes. Sinon, il serait pas aussi haut. Bon, le gros des bataillons du Front National... La classe ouvrière, elle vote plus Front National que Front de gauche. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les sondages où l'on demande... Écoutez, vous parlez de sondages à l'instant. Alors, mangez-vous vos propres tablettes. Lorsqu'on regarde la popularité de Madame Le Pen et celle de Jean-Luc Mélenchon, auprès des ouvriers, je suis devant. Mais vous êtes alors il faut arrêter de répéter le petit caté. C'est une manière nouvelle et répétée et infinie d'insulter le peuple et la classe ouvrière, en lui attribuant toutes les tares, parce qu'ils ne sont pas aussi beaux et intelligents que vous, pour comprendre qu'il faut voter du bon côté. Si, c'est ce que vous dites à longueur d'émission. Alors je vais vous répondre. Non mais vous me laissez que peu d'alternatives. Vous me laissez que peu d'alternatives. Ce sont mes électeurs qui sont censés voter pour le Front National. Si je ne l'admets pas, c'est que je suis dans le déni. On parle d'une partie, une petite partie de votre électorat, j'ai dit une partie, voilà qui va déjà je l'ai dit tout à l'heure, et textuellement, est-ce que vous ne craignez pas qu'une partie de votre électorat, puisque précédemment, ça s'est Nous sommes donc bien d'accord pour dire qu'il s'agit d'une petite partie, puisque vous venez de le dire vous-même, et donc puisqu'elle est petite, nous n'allons pas exagérément nous en préoccuper. C'est pour le débat avant, c'est qu'on vous entende parler de cette petite partie, c'est pour ça. Oui, oui, mais j'ai bien compris qu'il s'agit d'abord de nous faire parler de ça, et de nous attribuer la responsabilité. C'est ça, nous sommes dans un pays où la réédition de Mein Kampf ne pose de problème à personne, et où le problème principal, ce sont les ouvriers. Ça vous pose un problème qui votent par votre éditeur d'ailleurs? Une question parenthèse. Pardon? Non, j'ai pas eu de réponse. L'éditeur Fayard. Mais je viens sur ce que vous me disiez. Est-ce qu'il y a des gens qui vont voter pour le Front National? Toutes sortes de gens votent pour le Front National, beaucoup de gens de droite, et ici et là, des gens perdus, en effet, qui viennent de la gauche. Ce sont des électeurs, ce sont des Français comme les autres. Ils changent d'avis en cours de route parce qu'ils ont l'impression que l'on vote à droite ou que l'on vote à gauche, c'est la même chose. Mais je ne suis pas en état, actuellement, de les convaincre que la bonne opportunité, c'est de voter la question pour que je vous posais. Je vais vous donner un exemple. Il est très difficile dans le Nord pour moi de les convaincre d'aller voter pour Madame Sandrine Rousseau parce que les gens n'y comprennent rien et je comprends qu'ils n'y comprennent rien et moi-même je suis furieux qu'il y ait deux listes. Ouais. Donc c'est vrai que nous avons une responsabilité, nous l'opposition de gauche. Et cette responsabilité dépend de nombreux facteurs que je n'évoque pas là. Mais en attendant, les principaux pourvoyeurs de voix pour le Front National sont tous ceux qui contribuent à dégoûter de la politique pour la raison que l'on vote pour le Parti Socialiste ou que l'on vote pour l'UMP, c'est la même politique qui est appliquée et les gens le savent. Et donc il y a une compétition. Donc ils veulent faire un coup de balai. Exactement, ce que veulent les gens, c'est un coup de balai. Quand j'ai parlé de coup de balai, j'ai été flétri comme le diable en personne. J'ai été diabolisé pendant 3 ans pendant qu'on dédiabolisait Madame Le Pen. On va l'avoir ce coup de balai, évidemment. Mais évidemment, un peu plus tôt, un peu plus tard, il aura lieu. De la même manière que la Ve République, un régime complètement archaïque et fossilisé, va s'effondrer. Un jour ou l'autre, je préfère que ce soit par la voie électorale, démocratique, en faisant une élection constituante, en rénovant une assemblée constituante, en rénovant notre système, plutôt que ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est une espèce d'insurrection froide, des millions de gens ne vont plus voter, et une insurrection chaude de droite à travers l'extrême droite. Il y a aussi le fait que vous êtes, vous, sur un registre économique et social, et pas identitaire, comme Madame Le Pen, et que vous avez cru faire la bonne réponse en la traitant de fasciste. Vous avez d'ailleurs eu le droit, les tribunaux vous l'ont reconnu, mais cet argument, apparemment, il ne porte pas. Non. Alors, vous avez tort sur un point. Si c'était le cas, vous auriez raison. Mais ce n'est pas vrai.
je développe de très longues mains une vision globale de l'économie, dont je ne peux jamais m'expliquer, puisque je suis contraint de répondre à des facéties politiciennes. Ou bien, je m'exprime sur notre patrie. Vous verrez, au mois de décembre, sort la revue de la Défense nationale, un numéro entier, qui est consacré à ce que je raconte sur on va dire que vous avez une vision de l'immigration et de l'islam qui n'est pas celle du Front National. En effet, différente de celle de Madame Le Pen. Madame Le Pen a une vision ethniciste. Elle pense que les Français doivent être blancs et catholiques, ce qui est le cas aussi de Madame Morano. Ce n'est pas ma vision de la République française et des Français. Mais bon, il y a deux visions qui se confrontent. Et les électeurs tranchent, que voulez-vous que je vous dise? Et pourquoi est-ce qu'ils tranchent plutôt vers le Front National que vers votre vision? Parce que notre travail est long et dur, monsieur. Voyez-vous, il n'existe pas de génération où notre tâche a été facile. Ça a toujours été très dur pour nous. Surtout quand vous vous arc-boutez tous. Je vous l'ai déjà dit. Ça fait 3 ans que vous me diabolisez, que je suis traité de tous les noms. Et elle, vous la dédiabolisez sans cesse. Parce que, comme certains de vos ancêtres, pas vous, naturellement, je vous mets de côté. Il y a en France une tradition, plutôt Hitler que le Front Populaire. Et je ne l'oublierai jamais et que ceux qui m'écoutent ne l'oublient pas. Dernière question. Est-ce que vous pensez qu'avant 2017, il peut y avoir ce sursaut citoyen auquel Moi, j'aimerais bien. Il faut attendre 2017 et qu'après, la recomposition Je préfère, madame, qu'on s'en remette aux élections. Mais vous avez vu qu'il y a une actualité sociale largement masquée, mais elle existe. Il y a un état d'insurrection un peu froid dans notre peuple et qui attend le moment de s'exprimer. Alors l'élection de 2017, évidemment, les Français le savent, c'est la seule qui compte dans ce pays et dans ces institutions. Moi qui combats ces institutions, je vous dis, c'est celle qui compte. On va en parler. Christophe Jacubizine. Alors on va parler une petite question d'actualité sur une proposition parlementaire de M. Urvoas et Mme Le Petit sur la possibilité de changer les règles de parrainage. Aujourd'hui, c'est 500 signatures auprès des élus, mais pas tous les élus, puisque c'est notamment les maires de toutes les villes et les conseillers municipaux des grandes villes et les autres élus. L'idée, c'est d'abord de rendre public en permanence, j'ai envie de dire, de publier au fur et à mesure de leur arrivée au Conseil les parrainages qui constitutionnel. vous seraient par exemple acquis, et puis c'est en fait voilà la règle principale de l'amendement. C'est la publicité finalement, c'est la publication, la transparence. Bon, c'est le prétexte, c'est la transparence. Merci d'abord de poser cette question, parce que sinon les gens vont découvrir ça à la dernière minute, on ne vous l'avait pas dit. Alors, donc il ne change rien à la règle des 500 parrainages, c'est-à-dire 500 notables se voient investis d'un privilège qu'ils n'ont pas demandé et dont ils se passeraient volontiers, qui est de dire qui a le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Alors, la réponse que font les socialistes, grande trouvaille révolutionnaire et démocratique, on ne change pas la règle des 500, c'est-à-dire qu'on ne donne pas le droit, par exemple, à tous les élus de notre pays de parrainer. Ça fait beaucoup de monde, c'est vrai. Mais après tout, ils sont élus. Puisque c'est le principe, c'est 2e degré. Là, c'est 3e degré. Seulement certains élus et pas les autres. On pourrait dire tous les élus. Et surtout, on pourrait dire, en attendant de changer de République, la proposition que je fais. Tous les maires aujourd'hui vous on pourrait dire, les citoyens eux-mêmes doivent avoir un pouvoir d'initiative. Je propose que 100 000... Écoutez-moi, je fais une proposition. Puisque M. Urvoas veut changer la règle du jeu et je vais vous expliquer pourquoi c'est une arnaque, je propose, moi, que 100 000 Français puissent parrainer en donnant leur nom, leur prénom et leur numéro de carte d'électeur, qu'ils puissent parrainer une candidature à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il y aurait davantage de candidats en 2017, et on va vous répondre que ça peut affaiblir encore la gauche en émiettant sur le modèle de ce qui s'est passé en 2002. Le privilège du parrainage ne doit pas rester confiné à 500 mains. Alors après tous les risques, vous savez, la vie est pleine de risques. Au début, il n'y avait pas de règle du tout. C'est ainsi que le général de Gaulle, lui, ne trouvait pas indigne de se confronter à M. Marcel Barbu. Vous souhaitez qu'il y ait plus de candidats qu'on se confronte à Jean-Luc Mélenchon ou à d'autres. Enfin, parlons sérieusement, c'est bien de ça dont il est question. Mais moi, je pense à moi, figurez-vous. Et je pense à moi en sachant que tout ça a été inventé pour nous empêcher d'y arriver. Pourquoi c'est une arnaque, Mais voilà pourquoi. Pourquoi ils maintiennent 500 et disent on va faire la publicité en cours de route? Ils disent c'est pour qu'on arrête de faire du suspense. Faire monter le suspense sur le nom des parrainages. On va publier les noms à mesure. Cela signifie que qui aujourd'hui donne des parrainages en dehors des grands partis? Eh bien, les élus des petites communes qui ne se sentent pas engagés, qui sont attachés à la démocratie, ils disent un tel doit pouvoir y aller, etc. Et maintenant, on va publier leurs noms à mesure. Si bien qu'à mesure, les pressions pourront s'exercer. Et on pourra leur dire, ah, dis donc, toi, Marcel, on a vu que tu as co-signé pour machin. Eh ben, tu sais, la subvention pour le clocher, la subvention pour l'égout, eh ben, tu iras te faire voir, tu iras lui demander à lui. Parce que c'est un moyen de pression supplémentaire qui est donné. Si le PS veut démocratiser les conditions de parrainage, alors qu'il donne le pouvoir au peuple de parrainer. Ou à tous les élus. Est-ce aussi un moyen de pression raisonnable et responsable. Serait-ce aussi un moyen de pression pour empêcher Jean-Luc Mélenchon de se présenter en 2017? Entre autres.
Mais clairement, l'intention n'est pas d'empêcher M. François Hollande. Ne me dites pas que M. Vouas est en train de mettre au point un dispositif pour empêcher François Hollande ou M. Sarkozy d'être candidat. C'est bien moi qui suis visé. Donc vous êtes candidat ? Vous serez candidat en 2017 ? Si je l'étais, je suis visé. Mais aujourd'hui, quand on fait un sondage, c'est de moi dont on parle. Donc c'est moi qui suis visé. Ce que je représente. Ou on va dire, pour être plus simple, la famille politique que je représente. Est-ce que vous voulez être candidat en 2017 ? Eh bien, nous verrons le moment venu, je vous le dirai. Est-ce que vous souhaitez qu'avec tous ces candidats, alors on rappelle 100 000 Français, vous le souhaitez, puissent être signataires des parrainages, plus une ouverture à... Ou 1 million, ce qu'ils veulent. Je n'ai peur de rien. D'accord, donc vous pourriez être candidat, vous souhaitez être candidat, c'est ce qu'on sent de toute façon. Ah ben si ça se sent, tout est dit. Alors ma parole, c'est un numéro de psychanalyse ici. Un déni, on sent... Non, quand je suis un être rationnel. Nous sommes dans les élections régionales. Bien sûr, je me prépare. Mais tout le monde le sait, je l'ai dit. Bon, le moment venu, je me rendrai disponible si je le décide. Mais peut-être qu'on aura une autre idée, peut-être que pas. Et laissez-moi me donner le moment. D'abord, j'ai besoin d'observer. Parce que figurez-vous que la régionale, c'est vraiment la coupe de trop. Alors, vous allez pouvoir Ah oui, c'est trop. C'est trop, ça veut dire qu'on est incapable de s'unifier dans des conditions rationnelles. Il faudra donc, à un moment donné, que cette proposition d'union, quelqu'un la fasse. Une primaire, par exemple ? Une primaire. Ça, c'est... Alors, certainement pas. S'il y a un régime qui détruit tout, c'est bien les primaires. Parce que vous... Mais bien sûr, on dit on fait une primaire pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Ça veut dire vous commencez par en avoir 10, qui passent 1 mois, 2 mois, 3 mois à s'entre-étrangler. Donc, il n'y aura pas de primaire de la gauche non socialiste. Ah ben j'en sais rien, peut-être qu'ils l'organiseront, mais en tout cas, moi je ne me sens pas concerné par un exercice pareil. Alors, vous disiez jusqu'au régional, vous alliez observer que c'était la goutte d'eau qui se je participe aussi. Justement, on va observer ce qui va se passer, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui se passe si au second tour, vous avez M. Bertrand et Mme Le Pen qui sont face à face, que le Parti Socialiste peut éventuellement se maintenir, mais au risque de faire gagner... Non, allez, je vais simplifier la question. Est-ce qu'au second tour, il faut que le Parti Socialiste se retire pour permettre à Xavier Bertrand de gagner ? Que le Parti Socialiste s'en débrouille. Et, et vos candidats, vos deux candidats, parce qu'il y en a deux. Sandrine Rousseau, dans le Pas-de-Calais, si elle passe la barre des 10. Je ne suis pas le chef des listes aux élections régionales. Figurez-vous que chez nous, c'est très compliqué. Donc, ils vont décider eux-mêmes. Et c'est une bonne chose. Deuxièmement, est-ce que vous leur conseilleriez ? Oui, mais je pense que les situations... La parole est quand même justement, attention, je n'en abuse pas. Ce n'est pas à moi de préfigurer pour mes malheureux camarades qui sont la campagne du premier tour que vous avez déjà à moitié escamoté en ne donnant la parole qu'à 3 partis. Vous avez incarné la lutte, notamment morale, contre le Front National. Donc votre réponse, effectivement, porte. Sandrine Rousseau, par exemple, qui est alliée avec le parti de gauche, elle est verte, passe la barre des 10%, est-ce qu'elle doit s'allier au Parti Socialiste pour qu'il se maintienne et risque et fasse élire éventuellement le Front National? Si, mais à la fin, qui va gagner ? La liste arrive en tête. Mais j'ai compris. Mais attendez, j'ai quand même compris. Il y a une inconnue. Il y a une inconnue qui sont les résultats. C'est confus, pardon. Il y a une inconnue qui sont, Jean-Luc Mélenchon, il y a une inconnue qui sont les résultats du premier tour. Ah oui, ça ne dérange pas. Il y a une question qui reste, c'est est-ce que Xavier Bertrand et Marine Le Pen, c'est blanc bonnet et bonnet blanc ? Il y a au moins des endroits où c'est pareil. Je veux dire que Sophie Camard et Coppola en PACA, ils n'ont pas à se poser trop de questions, parce que la droite et l'extrême droite là-bas, c'est la même salade. Bon, alors, maintenant, si vous permettez, un début de réponse. Premièrement, je ne veux pas répondre. Deuxièmement, je veux bien faire un effort pour vous être agréable aujourd'hui, et je vous dis que la situation, premièrement, sera décidée localement. Deuxièmement, qu'elle est différente si nous passons la barre des 10% ou si nous ne la passons pas. Et troisièmement, qu'elle est différente, suivant que l'union de la gauche avec le parti de centre-gauche qui est le Parti Socialiste est complètement différent. Attendez, mais laissez-moi finir une phrase, vous m'interrompez sans arrêt. Il y a un instant, vous venez de me dire vous-même, est-ce que vous allez vous allier avec le Parti Socialiste ? Est-ce que vous supportez qu'on vous... J'ai pas dit ça, j'ai dit est-ce que vous retireriez pour ne pas laisser gagner le Front National ? C'est pas du tout ma question, là. Pour une fois, moi, je peux aussi vous dire la même chose. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous nous dites qu'il y a une opposition de gauche et la gauche, et là, vous nous dites entre les seconds tours, on peut additionner l'opposition de gauche et la gauche. Mais non, j'étais en train d'essayer de vous expliquer. C'est pas très cohérent. Non, c'est vous qui n'êtes pas cohérent. Supportez qu'on vous réponde. Essayez de respecter ceux qui vous répondent. Peut-être que je suis pas aussi brillant que vous pour expliquer simplement les choses. Alors écoutez la réponse au lieu de me couper sans arrêt et d'embrouiller les gens. Qu'est-ce que vous voulez dire à la fin ? Ça suffit. Est-ce que vous êtes allié aux socialistes ou pas ? Je vous ai déjà dit que nous ne désisterions pas pour une liste de droite. En tout cas, c'est mon avis. Mais j'ai voulu vous prévenir honnêtement que mes camarades en disposeront eux-mêmes localement. Nous ne ferons jamais de front républicain avec la droite. Vous avez Deuxième élément, est-ce que mes camarades se désisteront ou pas ? Je vous réponds, petite A,
ils décideront eux-mêmes. Petit b, la situation est complètement différente selon qu'ils ont passé ou non la barre des 10%. Petit c, la situation est différente suivant que le regroupement d'une opposition ferait que l'on battrait la droite et l'extrême droite ou pas. Sinon, à quoi ça sert d'aller se mettre avec les socialistes pour aller ramasser avec eux la raclée qu'ils méritent? Alors, vous comprenez que ce sont des situations confuses. Si vous essayez de les enfermer à... Monsieur Mélenchon, si vous ne votez pas, alors le Front National va passer. Je suis content de vous retranchement parce que vous avez fait une réponse très claire. Bon, ben j'espère. Et c'est le moment où on accueille Benoît Galeret qui, lui, a recueilli les questions que veulent vous poser les internautes qui nous suivent sur RTL, sur LCI. Voyons cela. Eh bien, ils sont très attentifs. Bonjour Benoît Galeret de TF1 et LCI. Alors... Bonjour, Monsieur Mélenchon. Alors, ça a été sport, hein, déjà, beaucoup l'ont remarqué. Alors, vous avez commencé l'émission en nous disant que c'était la fête des morts aujourd'hui. Alors, c'est une confusion assez fréquente, mais beaucoup de tweets pour vous corriger. Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints, la fête des morts. C'est demain. C'est demain, c'est le 2 novembre. Voilà, dont acte en effet beaucoup de questions aussi sur... Ça paraît crucial, en effet. En attendant, ça n'enlève rien à la pensée que nous devons à nos morts et aux 560 qui sont morts au travail. C'est sûr. Donc, beaucoup de questions sur le front républicain. Qu'est-ce que vous inspirerait le retrait d'un candidat socialiste pour les Républicains, sachant qu'il les critique toute l'année, dit Garcia? Mais ça, c'est le problème du Parti socialiste, pas le mien. Ça ne vous aspire rien? Rien. C'est une histoire qui se débrouille entre eux, ils font la même politique au niveau national. Au niveau local, ils espèrent tous être le deuxième derrière le Front National pour faire peur à tout le monde. Bon, il y a une alternative, si les électeurs le veulent bien, qu'ils nous fassent confiance, et tous ces problèmes ne se poseront plus. Aïs vous a entendu dire que le coup de balai arrivait. Il se demande si vous n'avez pas un rôle anesthésique en se disant ça, puisqu'il n'y aurait alors aucune raison de se révolter. Qu'est-ce qu'il faut faire si on n'est pas content de la situation actuelle? À part attendre le coup de balai. Non, mais personne n'a proposé d'attendre le coup de balai. Je milite matin, midi et soir, et ce dimanche, de plus, sera flingué pour moi comme pour vous. Non, il faut militer, il faut s'engager, il faut se syndiquer, et il faut aller voter. Et je le dis aux gens, si vous n'allez pas voter, après, ne venez pas pleurer du résultat. Et si vous votez dans des conditions qui aggravent votre sort, après, vous savez ce que vous avez fait. Et enfin, si vous allez voter en laissant vos convictions à la porte à cause de je ne sais quel vote utile, si vous laissez vos convictions à la porte du bureau de vote, ne vous étonnez pas de ne pas les retrouver en sortant. Et enfin, Nat vous demande, que pensez-vous de la plainte de M. Laroutourou pour non-assistance à personne en danger contre le gouvernement? Il pense que les chiffres du chômage demandent une réaction rapide. Et... oui, c'est une manière d'attirer l'attention sur le fait que le chômage est terrible, le chômage est mortel, 10 à 20 000 personnes par an meurent du fait qu'ils sont chômeurs, c'est quelque chose qui est établi par les organisations compétentes, parce que ça rend plus sensible à la maladie, ça rend plus sensible à toutes sortes d'événements qui vous rendent plus fragile. Le chômage est une calamité, la précarité est une calamité, si l'on partageait, on vivrait mieux. Attaquer en justice, vous pourriez le faire, vous aussi? Mais pourquoi pas? Je trouve que c'est une manière d'attirer l'attention et de débanaliser le fait que 6 millions de personnes sont au chômage dans un pays aussi immensément riche que le nôtre, alors qu'il y a tant de choses à faire, tant de travail à accomplir, de soins à apporter aux personnes, aux infrastructures, que sais-je encore. Merci beaucoup Benoît Galeret de TF1 LCI. Il nous reste quelques minutes, encore deux questions importantes. D'abord en ce qui concerne le gouvernement et sa réaction après les régionales. Christophe Jacubizine. Est-ce que le fait que le Front National remporte éventuellement une région serait une sanction pour ce gouvernement, notamment pour Manuel Valls? Est-ce que vous considérez que... Qui s'est posé en rempart. Effectivement. Est-ce qu'il aurait échoué dans sa mission? Est-ce qu'il faudrait le remplacer? Il n'aurait pas échoué dans sa mission. Leur intérêt... D'être en rempart, comme le disait Elisabeth. Le Front National, c'est leur affaire. Ça les arrange. Ils rêvent de ça. Les deuxièmes tours où ils sont deuxièmes, il n'y a même plus besoin de présenter de programme, il suffit de faire peur. Et ils rêvent d'une présidentielle où Madame Le Pen est déjà donnée, arrivant en tête et blablabla. On l'a déjà fait 10 fois. Vous avez vu un de vos collègues encore il y a une semaine faire un titre où il y a 15 jours, 30% des Français sont prêts à voter pour elle. Alors on pourrait dire 70% n'en veulent pas. Mais bon, non, on le prend dans l'autre sens. Donc tout est fait de toutes les manières possibles pour qu'elle y arrive. Et puis après, le deuxième n'aura plus qu'à faire un beau sourire, comme avait fait M. Chirac en 2002, vous vous en souvenez? Et en 2002, tout le monde a dit, on ne peut pas faire autrement. Mais je ne suis pas sûr que ça remarche cette fois-ci. Donc ces gens jouent avec le feu. Mais monsieur, attendez, je termine sur un point. Il ne faudrait pas que ceux qui nous écoutent croient que le phénomène est franco-français. La situation est plus grave que ça. Dans toute l'Europe du Nord et de l'Est, l'extrême droite, ethniciste et raciste, gagne partout. Nous sommes dans un État
de vagues brunes d'un côté et de résistance par le sud de l'Europe. Mais nous sommes dans un grand moment de l'histoire. Ce n'est pas un jeu. Hein, c'est pourquoi vous me sentez souvent si passionné, et des fois peut-être même un peu au-delà de la limite. C'est parce que je suis conscient du danger, et je m'en inquiète. Encore un petit mot quand même juste sur la actualité très courte. Juste sur le Portugal, où une majorité de gauche unie avec les communistes vient d'être gagnée, l'élection parlementaire, le président refuse de nommer un Premier ministre issu de cette coalition parce que, dit-il, il s'opposerait à la politique européenne et les politiques menées dans le pays depuis plusieurs décennies. Alors il y a deux enseignements. Le premier est très rapide. C'est que, quoi qu'on vote, il y a certaines personnes qui considèrent que ça ne vaut rien. Et c'est exactement ce qu'avait dit M. Juncker. Il n'y a pas de vote démocratique contre les traités. Donc ce président-là estime que le peuple portugais peut voter ce qu'il veut, ça ne compte pas. Donc nous-mêmes, Français, nous sommes dans la même situation. Nous ne sommes plus indépendants, c'est pourquoi je suis indépendantiste. Puis deuxième leçon, la social-démocratie européenne est en train de bouger. La social-démocratie anglaise, le Labour Party a mis à sa tête un homme qui a un programme politique à peu près comparable au mien. Quant à la social-démocratie portugaise, pour la première fois de son histoire, pour la première fois qu'il se châtaigne avec nous, est en train de passer un accord avec le Parti communiste portugais et avec le bloco de gauche, non pas pour participer au gouvernement, mais nos amis communistes portugais et bloco vont voter pour un Premier ministre socialiste pour... Ah, attendez, mais je finis quand même. Pas pour sa bonne tête ni pour son poing et la rose, mais parce que le socialiste s'engage à rompre avec les politiques d'austérité européennes et à affronter la Commission européenne. Respecter les engagements budgétaires, a-t-il dit le leader socialiste. Et maintenant, il va négocier un programme, effectivement, avec le bloc de gauche. Mais ça va être assez hétérogène, d'ailleurs. Nos camarades préfèrent voter pour un Premier ministre socialiste qui s'engage sur des mesures anti-austérité. On ne va pas lui demander d'appliquer notre programme, il ne le fera pas. Mais on peut obtenir un certain nombre de choses. La social-démocratie française ne propose pas ça du tout. Manuel Valls ne propose pas. Au début, écoutez, vous m'avez posé des questions sur les régionales. Je vous en pose une. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à être candidats alors qu'ils savent qu'ils ont perdu? Pourquoi ils le font? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas, par exemple, dans le Nord, écoutez, on a compris, le danger est terrible, mettons-nous autour d'une table, nous enlevons, il n'y aura pas de tête de liste socialiste, il y a un tête de liste qui vient de la société civile, un syndicaliste, un intellectuel, un artiste, allez, on le prend, et puis on écrit ensemble le programme anti-austérité. Ils ne le font pas, c'est donc qu'ils veulent perdre. Ils veulent perdre, ils veulent que Mme Le Pen y arrive, pour avoir un repoussoir suffisant pour faire peur pour l'élection présidentielle. Vous ne croyez pas qu'ils persistent dans cette stratégie parce qu'ils s'aperçoivent que la ligne réformatrice, incarnée aujourd'hui par Emmanuel Macron, globalement, ça prend. On le voit dans les sondages, sur les 35 heures, sur le statut de la fonction publique. Ce sera le mot de la fin. Mais non, ça c'est... Les sondages, c'est bidon. Alors les gens, vous croyez, sont heureux de souffrir, mais pas du tout. Les gens ne savent de quel côté se tourner pour trouver une solution à la misère qui gagne et à la difficulté de vivre. Cela, eh bien, je ne crois pas à ça. Je crois que la gauche n'a jamais gagné en étant autre chose que de gauche. Et que la liberté du peuple français, c'est de pouvoir choisir réellement entre une politique de gauche et une politique de droite. Quand ils votent à droite, nous nous soumettons aux lois. Et quand ils votent à gauche, alors ils ont le droit d'avoir un programme de gauche. Voilà ce que je réclame pour eux. Juste l'honnêteté. Ah ben en aucun cas, Macron il est de droite. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été aujourd'hui notre invité au grand jury RTL Le Figaro LCI, à réécouter en intégralité sur LCI et plusieurs fois, si besoin. 18h30 et en replay à 18h15 sur RTL. Merci beaucoup, merci Christophe, merci Guillaume. Merci à la semaine prochaine, au revoir.